États généraux, il faut les lire en parallèle. Si je devais développer dans ce document tous les axes programmatiques, on reproduirait peut-être la vision sans la partie mobilisation du financement. Et donc, c'est pourquoi il a été retenu de publier la vision aujourd'hui même. Mais quelques mesures qu'on peut citer, c'est les mesures que nous envisageons de discrimination positive en faveur des startups du numérique, entre autres. Il y a également des mesures de promotion de l'industrie du numérique, la mise à niveau de la législation. Il faut un cadre législatif qui manque encore, qu'il faut compléter en tout cas, pour créer les conditions d'appuyer et d'accompagner les jeunes talents. Quand je parle de discrimination positive, c'est dans le financement, c'est dans l'accès au marché, c'est dans un certain nombre de choses. Vous savez, dans le New Deal technologique, le maître mot, c'est la souveraineté numérique sur nos données, sur les outils que nous utilisons. Nous déplorons beaucoup, souvent, ce qui se passe actuellement. Nous utilisons des logiciels dans des administrations extrêmement stratégiques dont nous ne détenons même pas quelquefois les codes sources, les clés. Et ça nous fragilise. C'est pourquoi nous avons encouragé l'année dernière le Govarton organisé par le ministère de la fonction publique. Aujourd'hui, je ne trahis même pas un secret, parce que le président de la République, le numérique, c'est une obsession pour lui, plus que pour moi-même d'ailleurs. Et je pense qu'avec la libération des emprises, il y a beaucoup de choses qu'il prévoit spécifiquement pour donner corps à ce hub numérique que nous voulons voir naître au Sénégal. Le doyen Modigorio a posé un certain nombre de questions. Je rassure que nous ne sommes pas là pour satisfaire aux injonctions de qui que ce soit. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons fait cet exercice. C'est parce que nous voulons nous donner l'autonomie, la liberté et la souveraineté sur nos décisions. Vous n'avez pas entendu parler de si aujourd'hui nos partenaires, parce que rien ne justifie le retard qu'il y a actuellement avec le Fonds monétaire international, rien. Demandent tel document, tel autre document, et ils ont leur part de responsabilité sur la situation dont nous avons hérité. Ils ont leur part de responsabilité. Parce qu'ils ne peuvent pas venir chaque année faire des revues, faire des staff visites et ne pas voir quelque chose d'aussi gros. Donc, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps, j'espère qu'il n'y a pas de politique mêlée à cette affaire-là, c'était de signer un nouveau programme avec le Sénégal et de continuer le travail que nous sommes en train de faire. On a l'impression qu'il y a un souci d'asphyxier le pays, mais le pays tient encore. Beaucoup de gens nous disent, mais comment vous faites avec cette situation? Le pays tient encore. Et mon souhait, c'est que nous puissions sortir de cette situation à travers les efforts que nous aurons fournis par ce plan de redressement. Maintenant, si entre-temps, évidemment, la situation se décantait et qu'avec le fonds, nous puissions avoir un programme, tant mieux. Tant mieux, parce que le programme du fonds en tant que tel, ce n'est pas ça qui nous fait vivre. Le fonds, c'est une garantie. Parce que quand vous avez un programme avec le fonds, ça rassure les marchés, ça rassure les investisseurs. Mais la seule mesure de taxation des jeux de hasard nous donne des ressources supérieures au programme du fonds. La seule mesure de taxation des jeux de hasard. Cela veut dire quoi? Ce que le président a dit tantôt. Si nous croyons en nous, nous pouvons le faire. Et ça nous laissera une plus grande latitude à négocier librement avec tout autre partenaire bilatéral, multilatéral, pour les investisseurs également. Nous aurons au moins cette latitude-là. Les priorités sociales, effectivement, c'est pourquoi le plan que nous proposons n'est pas un plan d'austérité. Un plan d'austérité vise à comprimer les dépenses, à limiter les offres en biens et services,
les services sociaux pour pouvoir rétablir des équilibres. Nous trouvons les moyens de nous aménager des marges budgétaires justement pour renforcer cette offre sociale. C'est totalement différent et vous l'avez compris dans votre réaction. L'éducation nationale, c'est une priorité, c'est-à-dire c'est bien de faire des infrastructures, faire des autoroutes, faire des stades, de faire lu baax la mais bala nga naan naam ne fa Sénégalais yi li leen njëkk a yitteel mooy nañu faju nañu jàng nañu am dëkkuwaay nañu nu mu tuddati yooyu mooy seen priorité nañu am ndox nañu am courant fu ñu munti nekk ci réew mi et ça c'est les fondamentaux du développement. Le capital humain c'est important et ça c'est l'éducation, c'est l'enseignement supérieur. Malgré les contraintes, nous faisons énormément d'efforts pour ces secteurs-là. Si nous consentons à recruter d'un seul coup 500 enseignants du supérieur, plus que le recrutement sur les 10 dernières années, en un seul recrutement, et nous ferons les efforts. Les premiers retombées, c'est pour finaliser rapidement toutes les infrastructures des universités, en termes d'offres de lits, de restauration, en termes de construction de nouvelles universités. C'est une priorité pour nous. L'enseignement élémentaire, l'objectif de réduction des abris provisoires dans les plus courts délais. Donc ça, c'est des priorités. Et nous ne serons jamais, personne ne pourra nous mettre une pression pour changer ces orientations-là. Après, qu'on fasse en même temps les infrastructures qu'il faut, les routes, les autoroutes, les aéroports, c'est tant mieux. Mais la priorité, c'est de répondre aux besoins primaires des Sénégalais. La corruption, les surcoûts, vous savez, depuis qu'on est là, nous avons créé à la primature ce qu'on appelait le comité de relecture. Ce comité fait son travail. Beaucoup de choses ont été renégociées. Le dernier en date, c'est le contrat Aquaport avec nos partenaires saoudiens. Vous avez vu ce qui s'est fait dans l'électrification rurale avec Jean-Michel Sen. Les négociations. Les infrastructures, la construction des hôpitaux, la construction des salles de classe. Nous avons pu, par exemple, faire des économies de 30 milliards sur la construction des salles de classe. C'est 2000 salles de classe supplémentaires qu'on ajoute dans la construction. Je suis d'accord avec vous, la surfacturation est un fléau et elle s'accompagne toujours de corruption. Et c'est un combat que nous devons gagner. Indépendamment des aspects éthiques, moraux, chacun avec ses croyances. Mais l'État doit prendre ses responsabilités. C'est pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure. On ne peut pas aujourd'hui passer par pertes et profits ce qui s'est passé. Et les actes qui doivent être posés sont en train d'être posés. Il faut qu'il y ait des gens qui répondent. On ne peut pas vous confier le destin d'un pays. Vous vous permettez d'établir des procédures parallèles pour endetter le pays dans l'opacité totale et léguer au régime qui suit, mais aux générations à venir, sur 20 ans, sur 50 ans même, une dette dont on ne connaît ni totalement les contours, mais surtout la destination, quelquefois. C'est pas ça, c'est un crime financier extrêmement grave. Il ne faut pas qu'on le banalise. Et ceux qui l'ont fait sont là. Oui, je suis d'accord pour les mesures d'accompagnement. C'est toute la stratégie de modernisation de notre administration. Oui, nous avons des fonctionnaires compétents